Retenez une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le système financier, quand on veut échanger de l'argent, quand deux personnes veulent échanger de l'argent, elles sont obligées d'avoir une banque qui soit le tiers de confiance. Ça, c'est le système tel que nous le connaissons tous. Et bien, aujourd'hui, ce n'est pas le seul système. On va passer à la diapositive d'après Julien, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un système dans lequel on va essayer de se passer d'un organe central. C'est pour ça qu'on a dit que tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies, c'est la finance décentralisée. Pour comprendre ce que c'est que la finance décentralisée, je vais passer à la diapo d'après, qui est la dernière que je vais utiliser. Et ces diapos, vous allez les retrouver dans la présentation que je vous ai mis en lien. En fait, c'est quoi cette suite chiffrée qui est sur cette diapositive, ce sont l'ensemble des données que l'on va retrouver sur une feuille. Imaginons qu'on ait 10 personnes qui fassent 10 transactions et que ces 10 transactions, on veut les inscrire dans la blockchain. Dans la présentation que vous allez voir en vidéo, vous allez comprendre que l'ensemble des éléments de la page sont cryptés et doivent donner un code qui commence par plusieurs zéros sur la droite. Ce qui veut dire que la meilleure manière de valider que cette page a été est bien conforme à l'origine, c'est qu'elle va bien commencer par cette suite de zéros. Et si jamais un des chiffres qui est en bas, c'est-à-dire sur une date, sur une transaction, sur une des personnes qui fait une transaction, venait à changer, eh bien on sait que le système qui va crypter cette page ne va plus donner cette suite de zéros au départ. Et on saura que cette page ne peut pas être valide. Tout ceci, ce sont des éléments extrêmement parcellaires de cette très bonne vidéo de 7 minutes que vous aurez en lien et qui explique ce que c'est qu'une blockchain. Une blockchain, c'est une technologie qui sert de support à un certain nombre de crypto-monnaies. Je ne vais pas m'étendre plus avant là-dessus, mais je vais donner tout de suite la parole à Yves Chouefati qui va présenter Tobam. Tobam est une manière extrêmement simple et disponible dès aujourd'hui pour aller mettre de la crypto et notamment du Bitcoin dans votre portefeuille et il va vous présenter les avantages. Yves, c'est à vous. En deux mots, qu'est-ce que c'est que Tobam? Donc moi, je suis Yves Chouefati, je suis le président fondateur de Tobam. Tobam, c'est une boîte que j'ai créée en 2005. Et Tobam se résume en un seul mot, c'est la diversification. Donc la mission que s'est donnée Tobam, c'est d'essayer de fabriquer un portefeuille qui fait du sens en l'absence d'anticipation. Donc on va admettre que les marchés pricent bien les choses, que les marchés sont efficients, que les marchés dès lors deviennent imprévisibles. Et si les marchés sont imprévisibles, il ne reste plus qu'une seule méthode pour fabriquer un portefeuille, c'est la diversification. Et c'est ce qu'on fabrique chez Tobam. On fabrique dans plein d'univers différents exactement le portefeuille le plus diversifié qu'on peut créer dans chacun de ces différents univers. En total, on a 15 univers à Tobam. On a les marchés émergents, les actions suisses, les actions US, les actions japonaises, le Global High Yield ou l'Investment Grade. Et dans chacun de ces univers, on va fabriquer exactement le portefeuille le plus diversifié. Aujourd'hui, on gère à peu près 12 milliards de dollars de sous-gestion. La majorité de nos clients sont américains. Le reste, pour faire court, c'est l'Europe du Nord. On a à peu près 5% de nos clients en France. La majorité de nos clients sont des entités publiques, donc des fonds souverains, des banques centrales et des fonds de pension publiques. Et on a à peu près 6% de nos clients qui sont du wealth management. On est reconnu comme étant un des fondateurs de ce qu'on appelle le smart beta. À Tobam, il y a 48 personnes. Parmi ces 48 personnes, il y a 21 mathématiciens. Et c'est ça qui a fait qu'on a rencontré ce nouvel objet qu'on appelle le Bitcoin assez tôt. La première personne qui a acheté du Bitcoin chez Tobam, il l'a acheté en 2013. Et on est un certain nombre à avoir acheté du Bitcoin relativement tôt. Et à se rencontrer, de temps en temps, on faisait un dîner du Bitcoin chez Tobam. Et en 2016, lors d'un de ces dîners, j'ai dit à mes collaborateurs et associés, il y a une caractéristique du Bitcoin qui semble s'améliorer sans arrêt, c'est sa liquidité. Je leur ai dit, si ça continue comme ça, viendra un jour où même les très gros clients de Tobam pourront envisager un investissement dans le Bitcoin. Et c'est comme ça qu'en 2016, on a lancé ce qu'on appelle le Crypto Research Project à Tobam et qu'on a dû allouer 2 personnes à temps plein à faire de la recherche au début sur le Bitcoin et ensuite sur les autres crypto-devises. Et la première mission que je leur ai donnée, ça a été de bâtir une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Parce que nous, on est investisseurs,
Hein, donc, on ne regarde pas la blockchain en tant que solution technologique. On regarde vraiment, est-ce qu'il y a une thèse d'investissement qui est défendable sur le Bitcoin. Après plusieurs mois de travail, ben on a élaboré cette thèse d'investissement, on a été présenté à l'AMF. Et après pas mal de discussions extrêmement constructives avec l'AMF, l'AMF nous a autorisé en novembre 2017 à sortir le premier fonds ouvert au monde investi en Bitcoin. Hein, et ce fonds est resté le seul fonds ouvert au monde jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à ce que effectivement au Canada on ouvre quelques fonds ouverts, hein, si j'ose dire, investis en Bitcoin. Donc ce fonds-là, c'est un fonds complètement classique hein, au sens de son fonctionnement. Hein, c'est un fonds où on respecte parfaitement la ségrégation des tâches. Hein, ça veut dire qu'il y a un custodian, un dépositaire, qui est KCIS en l'occurrence, un custodian plain vanilla, il y a un administrateur, il y a un auditeur, il y a une société de gestion. Sa liquidité est quotidienne et sa liquidité, ses souscriptions et ses rachats se font sur la base d'une valeur liquidative qui est publiée par un tiers indépendant. Et c'est ça qui nous a permis, entre le moment du lancement et aujourd'hui, ça veut dire il y a pratiquement 4 ans, sur 4 ans, on affiche une tracking erreur de 0,61%. Donc c'est une tracking erreur qui est extrêmement faible, surtout quand on prend en compte la volatilité du Bitcoin. Hein, la volatilité du Bitcoin, c'est quand même un objet extrêmement volatile. Hein, la volatilité du Bitcoin est souvent supérieure à 100%. Notre gros concurrent, c'est Grayscale. Grayscale affiche une tracking error au Bitcoin de 80%. Hein, ça veut dire que Grayscale n'est pas un fonds ouvert. Donc, à chaque instant, vous pouvez acheter ou vendre des actions, entre guillemets, des parts de Grayscale. Hein, mais vous les avez en fonction de l'offre et de la demande. Et ben, l'offre et la demande varient énormément de la valeur liquidative. Et en fait, il y a ce qu'on appelle une prime ou un discount. Hein, une prime qui a été jusqu'à 30% de prime. Là, en ce moment, on est plutôt sur un léger discount. Hein, ce qui fait que vous répliquez assez mal en fait le Bitcoin avec une tracking error de 80%. Si vous avez acheté du Grayscale en 2018 et vous le vendez aujourd'hui, vous faites un profit de 7%, hein, alors que le Bitcoin, lui, a été multiplié par 3. Alors, le fonds je dis souvent qu'une manière simple de comprendre, de répondre à la plupart des questions concernant le Bitcoin, c'est de remplacer dans la question le mot Bitcoin par or. Et dès lors que vous remplacez le mot Bitcoin par le mot or, ben, vous avez 99% des réponses à 99% des questions. Il y a une question à laquelle vous ne pouvez pas remplacer, c'est la quantité de minerais disponible. Hein. L'or, il y en a une quantité infinie dans la nature, il y a une quantité infinie d'or dans la nature, il y a 10 puissance 15 tonnes d'or sur Terre, enfin dans la Terre plus exactement, alors qu'il n'y a qu'une quantité finie et déterminée de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Sur toutes les autres questions, ben, les réponses sont les mêmes. Et la grande question à laquelle notre fonds répond, c'est comment posséder des Bitcoins. Eh ben, il faut y répondre de la même manière que sur l'or. Comment vous exposeriez-vous à l'or? Hein, certainement pas en achetant des lingots d'or. Hein, nous sommes sur le slide, si je veux me remettre au slide, on est sur le slide numéro 9. Comment s'exposer à l'or? Ben, certainement pas en achetant des lingots d'or, certainement pas en achetant des futurs, certainement pas en achetant des notes ou en achetant un closed-end fund. La bonne manière de s'exposer à l'or, ben, c'est d'acheter un fonds ouvert sur l'or, d'acheter un ETF sur l'or. Hein, et c'est exactement ce qu'on a cherché à faire. Si vous voulez vous exposer au Bitcoin, vous appelez simplement votre banquier, vous lui dites je veux le titre dont le code ISIN est FR0017832991 et hop, vous serez exposé à le Bitcoin lors de la prochaine valeur liquidative. Je crois que je suis en train de m'approcher du temps imparti. Louis Alexandre. Non, mais, comme j'ai fait très court, moi. J'ai fait très court pour vous laisser un peu plus de temps à Yves et à Charlie. Et voilà. Donc, allez-y, vous avez 4-5 minutes de plus, sans souci. Okay. Donc, je vous ai dit qu'en 2016, j'ai fait un pari. Hein, c'était ça le pari de Tobam. C'était le pari de l'augmentation de la liquidité du Bitcoin. Là, vous avez en page 10 de ma présentation la liquidité, en fait, l'illiquidité plutôt historique du Bitcoin sur une échelle logarithmique. Vous voyez qu'en 2016,
le Bitcoin avait déjà progressé en liquidité, hein, mais que cette tendance à l'augmentation de la liquidité du Bitcoin s'est poursuivie. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le Bitcoin est plus liquide que LVMH. LVMH, c'est la plus grosse market cap en Europe. Il est à peu près aussi liquide que la 9e plus grosse capitale boursière au monde. Et un jour sur 10, il est plus liquide que Apple. Hein, donc il y a quelque chose de vraiment assez extraordinaire qui s'est passé entre 2016 et 2021. Hein, c'est qu'effectivement, nous, on a gagné notre pari. Hein, la liquidité du Bitcoin maintenant est vraiment pleine. Hein, on peut vraiment parler d'unicité du prix du Bitcoin sur la planète Terre. Hein, il y a quelques années, le prix du Bitcoin n'était pas uniquement déterminé hein, en fonction que vous alliez sur un exchange américain ou un exchange européen. Où la première fois que j'ai acheté des bitcoins, moi, il n'y avait même pas d'exchange. Hein, donc, le prix du bitcoin n'était pas déterminé. Aujourd'hui, le prix du bitcoin, il est vraiment unique à un instant donné. Et on peut, franchement, faire des transactions sur le bitcoin avec des montants assez énormes sans faire bouger le prix du bitcoin. Et c'est comme ça qu'on mesure la liquidité d'un instrument. Donc, page 13, rapidement, hein, pour ne pas prendre trop de temps, vous avez la valeur liquidative de notre fonds hein, comparée à la valeur du Bitcoin. Vous voyez, là, on a du mal à distinguer le fait qu'il y a deux courbes, hein, mais il y a effectivement deux courbes. Et vous voyez bien qu'on a une tracking d'erreur de 0,6%, donc on réplique exactement hein, la performance du Bitcoin. Sur la page suivante, vous avez, on a illustré l'évolution de la valeur liquidative de Bitcoin, de Grayscale contre le Bitcoin. Et là, vous voyez qu'il y a une tracking erreur de 80% entre le Bitcoin et Grayscale. En page 15, on a essayé de représenter une sorte de tableau synoptique des différentes manières d'investir dans le Bitcoin avec en gros, les points satisfaisants, les points moins satisfaisants. Il y a un point qui est très satisfaisant pour un fonds de droit français, c'est la manière dont il est traité fiscalement. Hein, vous avez malheureusement, pas le régulateur, mais le fiscaliste a eu tendance à beaucoup varier la manière dont il a été traité, les plus-values et les moins-values en crypto-devises. Si vous ne possédez pas la crypto-devise directement, mais que vous la possédez à travers un fonds, il y a au moins un résultat qui est vraiment amélioré, c'est que vous avez une stabilité du traitement fiscal. Hein, quand vous achetez ou vous vendez un fonds, vous savez exactement à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, au-delà de la simplicité d'utilisation d'un fonds, un simple code ISIN, vous avez aussi une relative simplicité dans le traitement des taxes et vous avez aussi accès complet aux forks, aux fameuses forks. Hein, ça veut dire que c'est le fonds qui est propriétaire des coins, qui possède directement les coins et qui possède tous les produits de ces coins, hein, tous les forks de ces coins. Hein, moi-même, personnellement, les forks, ma participation aux forks a contribué à peu près à 12% de la performance que j'ai eue sur le Bitcoin. Mais sur l'Ethereum, si vous n'aviez pas participé à la première fork, vous auriez perdu 99% de la valeur de vos Ethereum. Donc le fork est un instrument, c'est une dimension importante à maîtriser. Et la possession des bitcoins par l'intermédiaire d'un fonds vous donne un complet accès au fork. Dernière question, Yves, avant que je passe la question, c'est juste le côté, parce qu'on reviendra sur le fork dans les questions, l'apport du fonds dans un portefeuille classique et la baisse de la volatilité, enfin pas la baisse de la volatilité, la contribution, la hausse de la performance du fonds quand on met 1% de votre fonds dans un portefeuille. C'est en quel slide? Parce que je l'avais vu dans la présentation qu'avait fait. Oui, donc si on regarde, c'est le slide numéro 8. Donc en fait, ce que j'ai voulu illustrer par le slide 8, hein, c'est une réponse que j'avais faite à la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc j'ai eu l'avantage d'être interviewé par la Commission des finances il y a 2 ans. Et on m'a demandé, mais le Bitcoin est quand même très très risqué. Et je leur avais dit, oui, vous avez raison, le Bitcoin est très risqué. Le Bitcoin, c'est comme du chlore. C'est un objet très dangereux. Le chlore est un gaz de combat. Mais si vous mettez une goutte de chlore dans un verre d'eau, vous allez avoir de l'eau potable. Et le Bitcoin, c'est la même chose. Si on met moins de 1% de Bitcoin dans un portefeuille 60-40, 60% actions et 40% obliges, en fait, on va réduire la volatilité ex ante de ce portefeuille. Dans la pratique, sur le passé, évidemment, non seulement vous auriez réduit
la volatilité, mais en plus, vous auriez accru le return. Donc, simplement 1% de Bitcoin supplémentaire dans un fonds, ça aurait accru en gros de 1% la performance du fonds en ayant une volatilité qui est inférieure à la volatilité du portefeuille initial. Bien, merci beaucoup Yves. On va revenir parce qu'il y a déjà des questions qui se sont accumulées, donc on viendra. Je vais passer la parole à Charlie, qui donc va donner une autre manière d'intervenir qui est très complémentaire, en fait, qui s'adresse à chacun de nous. Donc là, on a vu qu'on pouvait investir dans un fonds qui est éligible à plein de solutions et sûrement des contrats d'assurance vie luxembourgeois, voire français. Charlie, lui, va nous permettre d'aller directement aller acheter du Bitcoin ou autre chose. Donc, Charlie, à vous, pour Wharton, nous expliquer cette société que Gonzague Grandval, que je salue ici, et qui n'est pas présent, mais m'a recommandé. Gonzague, en plus, a participé au tour de table de Wharton. Charlie, c'est à vous. Bonjour à tous et merci Louis pour l'introduction et l'invitation surtout. C'est avec grand plaisir que je viens ici pour parler de Wharton. Alors, il me semble que la présentation n'est pas la bonne. Si, c'est très bien, pardon. C'est la bonne. Je ne reconnaissais pas la première page, mais c'est bon. Donc, rapidement, pour présenter Wharton et en dire un petit peu plus avant d'aller dans le vif du sujet et de détailler comment on peut acquérir cette fois-ci l'actif réellement et non pas via un fonds. Wharton, c'est une société qu'on a créée avec mes associés que vous voyez sur cette slide fin 2017, début 2018, avec pour ambition de faire de la tenue de marché contre de l'euro sur le Bitcoin, mais sur toutes les cryptos les plus liquides. La tenue de marché, ça consiste à être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'achat et à la vente. Et donc, on a déployé des algorithmes sur toutes les plateformes, Binance, Coinbase, Kraken, FTX, Bitpanda, toutes les plateformes que vous connaissez et même celles que vous connaissez peut-être pas, des algorithmes qui se mettent constamment à l'achat et à la vente avec pour ambition de permettre aux clients de ces plateformes de toujours pouvoir acheter et vendre au prix du marché, au meilleur prix possible sur le marché. Et cette activité, et là on peut passer à la slide suivante, cette activité de tenue de marché sur les plateformes, elle nous a permis d'ouvrir un desk OTC, donc un desk via lequel on va fournir de la liquidité à des investisseurs professionnels dans leurs besoins d'achat-vente en crypto. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en direct cette fois-ci, plus via les plateformes, plus via Binance, Coinbase, etc., directement connecté à des investisseurs professionnels. On va montrer les prix à l'achat et à la vente pour du Bitcoin, de l'Ether, du Ripple, pour toutes les plus grosses cryptos. On le fait de manière automatique, je dirais, pour les 15 plus grosses cryptos, et on le fait un petit peu plus de manière old school, entre guillemets, à la voix pour toutes les autres cryptos. Mais à tout moment, notre desk peut être sondé pour avoir un prix à l'achat ou à la vente pour toute crypto qui est disponible sur une plateforme à un instant T. Et ces prix qu'on monte peuvent être contre euro, même si sur les plateformes, ils ne sont pas listés contre de l'euro. Nous, on montre des prix à nos clients contre les devises qui leur convient. Donc aujourd'hui, on va parler plus du trading OTC et du desk OTC, puisque c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous permet de faciliter et de constamment permettre à des investisseurs d'acheter et vendre des cryptos. Je crois que quand on a construit le desk, on avait une seule et même idée et une seule obsession, c'était de proposer ce qui se fait sur les actifs traditionnels, mais sur la crypto. Et aujourd'hui, sur un actif traditionnel, on peut, à quelques différences près, mais on peut, sans même pré-funder son trade, sans même envoyer des fonds, on peut demander un prix à sa contrepartie favorite pour toute taille, n'importe quel sens, à tout moment, lui demander pour combien tu me vends des actions Apple, pour combien tu m'achètes des actions Peugeot, pour combien tu me vends telle obligation, etc. Et on voulait vraiment réussir à recréer cette expérience-là qui consiste tout simplement à donner deux informations qui sont primordiales, à traiter trois informations qui sont primordiales quand on investit. Un, le sens, achat-vente. Deux, la taille. Et trois, le prix. Et au-delà de ça, rien d'autre. Et donc, quand on traite avec notre desk, quand on achète ou qu'on vend avec notre desk, la seule chose qui importe, c'est de nous communiquer le sens et la taille. Que ce soit à la voix, donc sur un chat ou au téléphone lorsqu'on communique avec nous, ou via notre interface de trading, ou tout simplement sur notre interface, s'affichent des prix constamment sur lesquels on peut
demander exécuter un trade à l'achat, exécuter un trade à la vente. On peut passer à la slide suivante pour cette fois-ci s'intéresser du coup aux différentes contreparties avec lesquelles on travaille. Quand on a commencé en 2017-2018, je vous laisse imaginer le type de contreparties avec lesquelles on travaillait. C'était des contreparties qui étaient cryptophiles, des gens qui connaissaient très bien la crypto, donc des fondations crypto, des fonds crypto, parfois même des fonds souscrits en crypto, donc pas forcément exactement comme Tobam, mais parfois même vraiment des sociétés qui étaient à 100% dans leur ADN des acteurs crypto. Petit à petit, on a onboardé de plus en plus de courtiers, que ce soit des courtiers retail qui vont fournir de la liquidité à des petits porteurs ou des courtiers plus institutionnels qui vont fournir de la liquidité à des sociétés. Mais je crois que plus récemment, l'année 2020 a vu l'émergence dans nos contreparties d'acteurs qu'on ne voyait pas auparavant. Le premier, c'est des sociétés de gestion plus classiques. Et le deuxième, c'est des directeurs financiers et des banques privées slash family office slash CGP qui voulaient s'exposer directement à cette classe d'actifs en l'achetant en direct et en la possédant en direct et qui avaient besoin du coup d'une contrepartie de confiance, d'un moyen facile et très simple d'acheter et de s'exposer à cette classe d'actifs et puis de comprendre comment le faire. Puisque tout à l'heure, Monsieur Chouefati l'expliquait via son fonds en donnant les avantages d'investir dans son fonds. Quand on investit en direct dans la crypto, on détient réellement le lingot d'or. Si on remplace Bitcoin par or, on détient réellement le lingot d'or. Et du coup, il faut être en capacité de stocker ce lingot d'or. Il faut comprendre ce que ça signifie de posséder ce lingot d'or. Et donc, il y a tout un tas de questions qui vont se poser lorsqu'on est un directeur financier d'une société et qu'on va être challengé en interne finalement quand on va émettre l'idée lors d'un conseil d'administration de placer un petit peu de trésorerie en crypto. On va être challengé, les premières questions vont fuser. Comment allez-vous l'acquérir? À quel prix? Êtes-vous sûr que vous avez la bonne contrepartie? Comment allez-vous le stocker? Êtes-vous sûr que c'est sécurisé? Et donc, il fallait absolument qu'on réponde à toutes ces questions. Et c'est ce qu'on fait via notre desk OTC. Donc aujourd'hui, entre l'onboarding et l'acquisition des cryptos, peut se passer que quelques jours, à condition que les documents fournis soient bons. Mais tout ça pour dire qu'une fois onboardés, nos contreparties ont accès à nos prix tout le temps, prix upfront, compétitifs, et peuvent ensuite bénéficier de nos solutions clés en main pour stocker les cryptos. Il est important de mentionner sur ce lingot d'or, une fois qu'on le possède, il y a une forte probabilité qu'on ait envie de le stocker soi-même. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant finalement d'avoir acheté le lingot d'or tel qu'il est, la crypto en elle-même, mais ne pas de la conserver soi-même et d'abandonner sa conservation à quelqu'un d'autre. Donc notre solution clé en main permet de le stocker soi-même, bien qu'accompagné, expliqué et facilité. Mais on peut également les garder chez nous, ce qu'on appelle en collatéral. Et c'est là qu'on travaille main dans la main avec ces banques privées, directeurs financiers, pour trouver la solution qui est finalement la plus adaptée aux besoins et à la compréhension de l'actif et des risques technologiques associés à ce genre d'actifs. On le met dans cette slide. L'année 2020, elle a été marquée par vraiment la rentrée de flux de la part d'investisseurs institutionnels plus classiques. Ça a commencé au tout début de l'année 2020 avec Twitter qui avait annoncé publiquement acheter des cryptos. Ça a été suivi par PayPal qui a fait son annonce un petit peu choc en disant qu'ils allaient ajouter le Bitcoin à leurs actifs. Ça a été suivi par Tesla qui a décidé de placer près de 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie en crypto. Puis MicroStrategy qui a carrément changé d'objet social et qui aujourd'hui est devenue une société qui ne fait quasiment qu'acheter des cryptos. On a vu cette transformation de la part de sociétés françaises qui ont décidé elles aussi de placer une partie de leur trésorerie en crypto. Rien qu'au mois de décembre 2020, donc, on a eu un flux entrant d'un peu plus de 100 millions d'euros équivalent via notre desk de la part de family office, banques privées, high net worth individual au sens large du terme, européen seulement. Et ces chiffres-là sont à peu près les mêmes sur les sociétés françaises via leur gestionnaire de trésor.
Je vais rebondir sur ce que dit Charlie. En fait, Charlie, on peut, auprès de Wharton, acheter du Bitcoin, mais d'autres crypto-monnaies. Si vous pouvez en citer, allez, deux, trois, avant que l'on passe à la partie suivante avec Zaredine. Est-ce que vous suivez, allez, votre tiercé de tête aujourd'hui, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, le plus gros du volume est sur le Bitcoin, vient ensuite l'Ether. Et pour le troisième, sincèrement, ça va dépendre d'un petit peu des tendances. On a traité beaucoup de Polkadot au début de l'année. Récemment, on a traité du Link, LNK. Et il y avait eu entre-temps une espèce de frénésie autour des non-fungible tokens. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout expliquer, mais les NFT, on avait eu beaucoup de demandes sur ces tokens-là. Donc, on a des clients agiles qui suivent l'activité et ils ont la chance de toujours avoir un prix, quelle que soit la crypto qu'ils veulent acheter. D'accord. Bon, merci Charlie. Zaredine va pouvoir sûrement apparaître à l'écran s'il le veut bien. En tout cas, allumer son micro, autrement on aura du mal à l'entendre. Il est là, Euh, il est prêt. il est bon, super. S'il est prêt, il est chaud, tout va bien. Donc on a fait très simple au départ, hein. On a parlé très très brièvement de la blockchain, mais je vous laisserai voir la vidéo. Yves nous a dit, ben moi, écoutez, ce que je vous propose, c'est un fonds que vous pouvez mettre dans votre contrat simplement. Avec moi, c'est super simple. Il y a un code ISIN, il y a tous les avantages qui se rajoutent à un fonds. Charlie nous présente la possibilité d'aller acheter les cryptos en direct. Donc là, on va pas être sur les mêmes investissements, hein. On va être sur des investissements qui vont être croissants. Et puis, il y a les aventureux, il y a ceux qui veulent faire tout eux-mêmes, ceux qui aiment bien aller fouiller. Et alors là, dans ces cas-là, ils peuvent aller sur ce qu'on appelle des exchanges. Zaredine, je vous laisse vous présenter enfin, voilà, en 30 secondes. Et pour appuyer votre propos, j'ai sorti quelques captures d'écran de mon compte Binance. Voilà, juste pour appuyer le propos, mais c'est pas obligé. À vous, Zaredine. Voilà, on va faire 5-10 minutes là-dessus, puis après on passera aux nombreuses questions. Super, merci, merci beaucoup de nous accueillir. Alors moi, je suis responsable du coup des activités de trading chez Wharton. Chez Wharton, comme Carly l'expliquait, il y a deux principales activités de trading. L'une électronique, donc c'est du market making sur des plateformes qui consiste donc à montrer des prix en continu sur toutes les plateformes que vous connaissez, dont celle que vous montrez ici qui est Binance, et une partie OTC. Le fait d'être du coup responsable de cette activité fait qu'on est souvent en contact avec ces plateformes, qu'on les connaît par cœur. Donc il y a différents types de plateformes. On va peut-être les décliner selon, en commençant par la réglementation. Il y a des plateformes qui sont réglementées dans certains pays, d'autres qui le sont moins et d'autres pas du tout. Typiquement, Binance, ils opèrent en Asie avec peu ou pas de réglementation. Ils ont des antennes un petit peu partout dans le monde avec des petites sociétés qui vont créer avec une licence quand ils l'obtiennent. Et Binance, ça permet de faire plusieurs choses. Donc, il y a évidemment l'achat-vente sur ce qu'on appelle un carnet d'ordre. Donc, vous Je vais allez vous le pouvoir présenter, voilà. voilà, donc vous avez en haut les vendeurs qui veulent naturellement vendre à un prix élevé et vous avez en dessous en vert les acheteurs qui veulent naturellement acheter à un prix plus bas. Quand les deux intérêts se rencontrent, on dit qu'il y a une transaction qui a lieu et Binance vous permet de donc envoyer un prix sur un marché, soit au prix que vous souhaitez, donc envoyer un ordre au prix que vous souhaitez, à l'achat ou à la vente, ou choisir d'être exécuté au meilleur prix. Ensuite, vous pouvez faire d'autres choses, à savoir avoir des ordres un peu plus sophistiqués. Si un certain prix est atteint, il s'active. Il y a pas mal d'autres ordres qui vont être un peu plus sophistiqués. Binance vous permet également de faire des trades avec du leverage. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, avec 10 euros d'investir. On fera pas de leverage. Je peux pas le conseiller à mes clients parce que là, ils vont se retrouver en slip, là. Ouais, bon, c'est très risqué, hein, c'est très très risqué, mais bon, Ouais, moi je vous ouais, explique un peu tout ce qui existe. Bon, ça c'est vraiment très risqué, donc évidemment, on ne recommande pas à des sociétés ou des personnes qui ne sont pas familières ou ne sont pas sophistiquées déjà dans ce secteur-là, sachant qu'il y a une volatilité qui est quand même extrême. Euh, Ensuite, donc, vous pouvez acheter ou vendre, vous pouvez également acheter des dérivés au lieu d'acheter l'actif lui-même.
vous pouvez acheter des produits de réplication de cet actif-là qui vont nécessiter ensuite un suivi parce qu'il y a ce qu'on appelle des appels de marge. Par exemple, si l'actif monte et que vous étiez vendeur de cet actif-là, eh bien, il va falloir rajouter un peu d'argent au pot pour que votre position soit maintenue. Et si vous ne le faites pas, eh bien, votre position est clôturée. Et donc, vous n'êtes plus exposé dans le sens que vous avez souhaité être. Vous avez également des produits de lending sur la plateforme. Donc, vous pouvez prêter vos cryptos ou en emprunter. Donc ça, c'est ce qu'on montrait ici. C'est relativement simple. Il y a une gestion en fait de Binance va montrer un prix du côté prêt, enfin un taux d'intérêt côté prêt, un taux d'intérêt côté emprunt. Et derrière, en fait, ils vont prêter les actifs que vous leur prêtez avec une demande de collatéral. Donc, on va demander un actif en face dont la valeur va être un petit peu plus élevée à ce qui va être prêté, ce qui permet en cas de baisse de l'actif de récupérer ce que vous aviez prêté malgré la baisse de cet actif-là. Et on appelle cette différence, par exemple, si le collatéral qu'on reçoit est de 120%, les 20%, on va appeler ça le haircut dans les marchés financiers, parce qu'en fait, si le marché baisse, ça vous coupe les cheveux, mais pas la tête. Donc ça, c'est une des offres de Binance. Binance vous permet également sur certains protocoles de faire du staking. Donc le staking, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de validation spécifique. Donc, on revient juste en arrière. On revient juste en arrière de la diapo. Voilà, ça y est. Voilà, là c'est l'épargne, mais enfin le staking est à peu près dans le même ordre d'idée. En fait. Voilà, donc vous avez le staking, ça vous permet en fait de valider des transactions et d'être rémunéré pour cela. Et en fait, vous déposez des fonds sur ces protocoles qui le permettent et vous allez être rémunéré d'un pourcentage dans ces jetons. Parfois, il faut les bloquer, d'autres fois non. Juste, Zaredine, techniquement, en fait, quand on fait ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire qu'on bloque de manière flexible ou de manière bloquée, enfin fixe ou flexible, ces cryptos, par exemple sur Binance, c'est très bien rémunéré pour du BNB, qui est le token de Binance. En fait, quel est l'avantage? Alors, j'ai bien compris que nous, on a un rendement, mais quel est l'avantage? Pourquoi on stack? Quelle est la justification technique du stacking? Pourquoi? Parce qu'on bloque nos cryptos, ça rend service à quelqu'un et pour cela, on a un rendement. Alors, pour comprendre le staking, il faut revenir à Bitcoin. Bitcoin fonctionne sur un processus de validation des transactions qui s'appelle le Proof of Work, qui consiste à mettre à disposition de l'énergie via de la résolution en fait d'une fonction qui est complexe mais qui est relativement simple à résoudre, et donc c'est par des tentatives. Ça s'appelle une fonction de hash. Donc on va tenter plein d'inconnus jusqu'à trouver l'équation, et en fait c'est de cette manière-là qu'une transaction est validée, en résolvant cette fonction de hash. Cette méthode de validation pour atteindre un consensus est énergivore. C'est-à-dire que vous allez consommer de l'énergie parce que les cartes graphiques, eh bien, ça consomme de l'énergie, et ça ne permet pas également d'avoir un grand nombre de transactions qui sont processées sur la blockchain. C'est pour ça qu'on a des congestions sur certains réseaux. Par exemple, en ce moment sur Ethereum, c'est relativement congestionné et il y a très peu les frais de transaction coûtent assez cher. Donc, pour répondre à ce problème, un certain nombre de développeurs ont créé des protocoles qui fonctionnent sur une autre méthode de consensus, donc une autre méthode de validation de transactions pour arriver à un consensus. Et cette méthode, ça s'appelle le proof of stake, la preuve d'enjeu en français. Cette méthode, elle consiste à bloquer en fait un certain nombre d'actifs, un pourcentage typiquement de la masse monétaire de cet actif-là,
Et plus vous avez un pourcentage élevé, plus les probabilités que vous allez que vous allez participer à la validation d'une transaction sont élevées. Donc ici, ce n'est plus votre puissance de calcul et votre capacité à résoudre une équation rapidement qui vous permet de valider la transaction et donc d'être rémunéré pour cela, mais le nombre de jetons que vous allez mettre à disposition et que vous allez bloquer sur le réseau qui va donc déterminer votre probabilité de valider cette transaction. Et donc en fait, vous participez à la sécurité du réseau et vous êtes rémunéré pour cette participation à la sécurité du réseau. Et c'est ce qui justifie le pourcentage que vous voyez ici. Et en fait, Binance, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font à votre place avec vos jetons et ils vous donnent une partie, une grande partie d'ailleurs, parfois la totalité, du rendement qui sort de ce processus de validation. D'accord, d'accord. En fait, en ce moment, là, je ne l'ai pas montré à l'écran, mais Binance, sur le BNB, quand on stack le BNB, on est presque à 14, on est entre 12 et 14% en ce moment de rémunération annuelle. Voilà, après, il ne faut pas oublier que quand vous faites ce genre de choses, quand vous déposez des cryptos sur une entité, par exemple comme Binance, vous souffrez d'un risque de contrepartie. Si Binance fait défaut, les coins que vous avez, vous n'êtes pas certain de les retrouver. Donc, il faut toujours être vigilant des contreparties avec lesquelles vous vous engagez. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a, nous, des grosses sociétés qui préfèrent passer par nous parce que, il y a un meilleur prix évidemment, puisqu'on est connecté partout et que dans la majorité des plateformes, on ne paye pas les frais de trading et parfois on est payé pour faire du trading. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous êtes face à une société qui est quand même à Hong Kong ou parfois ailleurs. Je crois qu'ils sont à British Virgin Island également. Et donc s'il y a un litige, eh bien ce sera devant les cours du British Virgin Island s'il y en a, si ça va jusque là. Donc c'est pas la même chose que de traiter face à une société française ou allemande ou anglaise. Et ça, il faut en être conscient. Des exchanges aujourd'hui, des exemples d'exchanges que l'on a en Europe? Il y a Bitpanda, typiquement, qui d'ailleurs, qui eux jouent la carte de la réglementation. Donc en Autriche, ils sont extrêmement réglementés par leur autorité de supervision là-bas. Ils ont enregistré aussi une partie de leur activité enregistrée par l'AMF en France. Là-bas, vous pouvez traiter du Bitcoin, du Litecoin, du Ripple et peut-être 2-3 autres actifs face à de l'euro, du franc suisse ou du British Pound. Et c'est relativement liquide, surtout sur le Bitcoin. Vous pouvez acheter quelques millions, 1 million, 2 millions ou même 100K, 200K sans aucun problème. D'accord. Ou vendre d'ailleurs. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Zaredine pour ces réponses qui viennent compléter donc l'offre qu'on a commencé simple et qu'on termine un petit peu compliqué. J'ai déjà 4 questions qui attendent, donc le tout ça va être de voir et d'être entre guillemets discipliné dans les réponses, parce que ce n'est pas toujours le même. J'ai une première question qui est toute bête, ça parlait de liquidité, donc Yves, ça va être à vous. La liquidité d'un actif ne devrait-elle pas contribuer à la stabilité de son prix sur le Bitcoin? Cela semble être l'effet inverse. Peut-être n'y a-t-il aucun rapport, mais non. Bon, Yves. Effectivement, je ne vais pas en faire ma propre thèse, mais effectivement, la liquidité s'est améliorée et la volatilité du Bitcoin a beaucoup baissé, hein, contrairement à ce que suggère la question. La volatilité du Bitcoin est encore énormissime, mais elle est en baisse. Hein. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la volatilité du Bitcoin est simplement le reflet de son potentiel d'appréciation. Et malheureusement, le potentiel d'appréciation du Bitcoin a baissé. Hein, il avait un potentiel supérieur quand il était à 5 000 euros et maintenant qu'il est à 50 000 euros, malheureusement, il montera moins qu'il n'a monté. Et la liquidité, on peut avoir un actif peu volatile, très peu liquide, hein, et on peut avoir des actifs très volatiles, très liquides. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un peu scientifique, hein, le Bitcoin est un des actifs les plus liquides du monde et il est très volatile. Inversement, si vous avez
Du jus d'orange, le jus d'orange, son prix est faiblement volatile, mais il n'est pas très liquide. Donc, c'est pas la même chose, liquidité et volatilité. Le fonds de Tobam a une liquidité quotidienne. Il n'est pas tradable intraday, mais le sous-jacent du fonds, le Bitcoin lui-même, est extrêmement liquide et on peut en acheter 15 millions d'euros en 10 minutes sans en faire dévier le prix. D'accord. Et une question, Yves, quand j'ai parlé de contrats disponibles, fonds disponibles dans des contrats d'assurance vie, je vous ai vu hocher la tête. Au Luxembourg, Oui, pas de alors, souci. ils sont disponibles dans les En contrats, France, d'assurance vie luxembourgeois. oui. Ils sont disponibles en France dans certaines plateformes, mais pas dans les contrats d'assurance vie. Malheureusement, la réglementation française ne le permet pas encore. La loi Pacte a permis à certains instruments d'être éligibles en unité de compte, mais le fonds de Tobam lui-même n'est pas éligible en unité de compte en France, il est au Luxembourg. Voilà, comme ça, vous voyez, chers clients, vous comprenez pourquoi nous privilégions souvent le Luxembourg. Une petite question, merci Yves, une petite question pour Charlie qui concerne les stratégies d'investissement. C'est Antoine qui nous pose une question. Antoine nous demande, alors, je vais commencer à investir en crypto-monnaie. Il faut quoi? Que je me précipite sur le Bitcoin aujourd'hui parce qu'il est en train de monter, ou est-ce que il faut que j'en achète tous les mois, tous les jours, toutes les semaines? Voilà, Charlie, un petit conseil. Ou Zaredine, Bonjour Antoine. La première chose, c'est que je pense que quand on commence à regarder cet actif au sens large, les cryptos, il faut se documenter, s'éduquer pour comprendre ce dans quoi on investit. Et là où on va trouver la meilleure documentation et le plus d'informations, c'est pour le Bitcoin. Et la raison est simple, ça reste quand même l'actif le plus, enfin celui qui a le plus de valeur, car c'est celui qui est là depuis le plus longtemps, c'est celui qui est à la base de tout. Et c'est là-dedans qu'il faut investir, je pense, quand on veut s'exposer à cette classe d'actifs. Une fois qu'on a compris et une fois qu'on a décidé pourquoi on allait investir et qu'on a décidé d'investir, je pense qu'il faut lisser son coût d'entrée. Ça, c'est un avis qui est personnel. Je suis pas habilité à donner de conseils et je suis sûr qu'Antoine a aussi ses avis, mais je pense qu'il faut lisser son coût d'entrée parce que vous l'avez souligné, c'est quand même volatile et donc on n'a pas envie d'être frustré d'être rentré trop haut ou trop vite à un certain cours. Donc je pense plutôt qu'il faut le voir comme Yves le disait, comme un actif de diversification dans lequel on rentre à mesure qu'on rentre dans d'autres actifs et en lissant son coût d'entrée pour ne pas prendre de plein fouet une journée qui était peut-être trop haute par rapport au cours sur les 12 derniers mois. Voilà comment je le vois. Et puis si jamais on est ensuite piqué par cet écosystème au sens global, ensuite, après avoir acheté du Bitcoin, voire de l'Ether, on peut commencer à regarder le reste et à voir jusqu'où on a été piqué par cette classe d'actifs. une petite question pour tous les trois. Alors, très bref pour la réponse. Si on devait citer un challenger aujourd'hui, on va dire un challenger établi et un challenger naissant, qu'est-ce qu'on va commencer par Zaredine? Est-ce que vous auriez un petit favori sur un challenger aujourd'hui établi, et puis un autre qui serait un challenger qu'on commence à voir poindre sur un altcoin ou enfin quelque chose qui pourrait voilà, challenger le Bitcoin? Alors, challenger le Bitcoin, c'est compliqué au vu de la manière dont Bitcoin est établi et de la sécurité du réseau. Par contre, challenger Ethereum, c'est possible. Il y a des protocoles qui réfléchissent et qui commencent à y arriver doucement. Donc, il y a par exemple Polkadot qui a voulu un peu, d'ailleurs qui a été créé par des anciens fondateurs d'Ethereum, qui souhaitent répondre à une problématique qui est l'interopérabilité entre les blockchains, qui permet donc à toutes ces blockchains de communiquer entre elles. Donc Polkadot, c'est un contender qui est sérieux, qui est très bien financé, qui a une très belle équipe et qui a pour vocation de rester décentralisé. Après, vous avez tout l'écosystème Binance
qui est suivi de près récemment, qui a le désavantage de ne pas être aussi décentralisé qu'Ethereum ou que Bitcoin, mais qui permet des transactions rapides sans frais élevés. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et notamment, il y a BNB, il y a tous les jetons qui sont sur la Binance Chain et tout ce qui va se créer sur la Binance Chain. Merci Zaredine. Yves, un petit, et après Charlie répondra. Yves, un petit, voilà, est-ce que Challenger J'espérais établi de la part de Wharton qui nous parle un peu de Melon, mais bon. Ben, Charlie va le faire. Je suis un tout petit peu déçu, mais c'est pas grave. Non, moi j'aime bien évidemment Polkadot, j'aime bien Uniswap. J'ai un petit faible, mais c'est sentimental, c'est pas financier pour Cardano. Mais c'est des vieilles histoires, hein, tout ça. Je suis d'accord avec Zaredine, je pense qu'il n'y a pas vraiment de challenger pour le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin et Ethereum, il faut bien comprendre que ça répond à des besoins complètement différents. Hein, donc, pour moi, je mets vraiment le Bitcoin à part. Hein, je pense que sa thèse d'investissement est bien établie. On sait exactement qu'est-ce qui pourrait continuer à le faire monter et qu'est-ce qui pourrait le faire exploser vers le bas. On sait exactement, on connaît exactement les deux adverses scénarios de Bitcoin. Hein, il n'y en a que deux. Et tout le reste, la thèse d'investissement est différente en tout cas. Hein, donc il n'y a pas. Voilà. Sur Melon, on peut en parler. Il y a un disclaimer avant peut-être, parce que Wharton est au board Bon, de peut-être Melon. c'est pour ça que vous n'avez pas le droit d'en parler. Ok, d'accord. Non, on peut en parler. On est au board du coup de Melonport, qui est un protocole décentralisé qui fonctionne du coup sur un board décentralisé également. On peut du coup évidemment parler de Melonport. Nous, c'est un actif qu'on apprécie, sinon on ne serait pas au board de ce protocole-là. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Enzyme Finance, ça s'appelait avant Melonport et Melon, et c'est un protocole en fait qui permet à des fonds d'avoir la totalité de la gestion du fonds sur la blockchain. C'est-à-dire que vous allez mettre les règles de réglementation sur la blockchain, vous allez mettre les règles de diversification sur la blockchain. La custodie, c'est la blockchain, les smart contracts. Si vous voulez qu'ils soient ouverts ou fermés, eh bien vous choisissez et ce sera mis dans le code informatique qui le permettra. Et en fait, ça vous permet de tout faire en tant qu'asset manager sur la blockchain elle-même. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actifs qui sont disponibles sur le Melon Protocol. Quand on avait commencé, il y en avait moins. Donc, on travaille à implémenter tous les jours des nouveaux actifs pour qu'ils soient éligibles et que les personnes qui créent des fonds sur Melon, sur Enzyme, puissent avoir accès à ces actifs-là. On travaille également à des implémentations sur des protocoles de lending, par exemple, comme Compound. On travaille à des implémentations sur des protocoles comme Synthetix, qui permettent de synthétiser des actifs de la vie réelle. Et évidemment, c'est quelque chose sur lequel on est très motivé, sur lequel on pense qu'il y a énormément de perspectives, parce qu'on est on est dans un écosystème, dans ce protocole à un niveau qui est encore jeune, et c'est l'un des protocoles les plus anciens et les mieux audités, et d'ailleurs qui a une des complexités smart contracts les plus élevées dans l'écosystème Ethereum. Donc voilà, on apprécie beaucoup ce projet, et encore une fois, on est au board de ce projet, donc c'est peut-être pour ça qu'on est enthousiaste. Charlie, Yves, on va revenir vers vous par rapport aux deux scénarios parce que vous avez maintenu un suspense insoutenable. Charlie, vos deux challengers, si vous avez un avis différent de Zaredine ou complémentaire. Pour faire rapide, parce que j'imagine qu'il y a plein de questions, mais pour faire rapide, il y a dans l'écosystème crypto une verticale qui s'est beaucoup développée récemment, c'est la finance décentralisée. J'invite toutes les personnes qui sont intéressées par les cryptos à regarder de plus près ce qui s'y fait, les projets qui existent, etc. Je rentre pas dans le détail pour pas passer des heures à en parler. Et il existe du coup un token qui est une sorte d'indice
qui synthétise la performance des plus grosses capitalisations liées à la finance décentralisée. Ce token, c'est DPI. Et c'est un token, du coup, qui tout simplement rassemble les 14 plus gros projets de finance décentralisée et qui se met à jour en fonction des capitalisations de ces cryptos. Donc, c'est un très bon moyen de s'exposer de manière globale à la finance décentralisée sur Ethereum. Et c'est, je précise, une crypto qu'on peut sourcer chez nous. D'accord. DPI, hein. D comme Denis, P comme Patrick, I comme Isidore. C'est bien très ça. bien. Yves, vous avez parlé de deux scénarios. Le scénario qui peut faire exploser, enfin qui peut amener une croissance encore importante. Non, Et au contraire, puis c'était les adverses scénarios. Il y a deux adverses scénarios. l'adverse scénario. Les deux adverses Ouais. scénarios. Ouais. Allons-y. Allons-y. Pour moi, il n'y a que deux adverses scénarios au Bitcoin. Le premier adverse scénario du Bitcoin, c'est que les banques centrales redeviennent orthodoxes, qu'elles redeviennent raisonnables. OK. C'est mal Donc, parti, hein? chaque fois que j'en parle, effectivement, on me dit c'est mal parti, c'est assez peu probable. Et le deuxième adverse scénario, le Bitcoin, il répond à un besoin. Hein, chaque fois qu'on a une solution, il faut savoir vérifier s'il y a un besoin ou pas. Hein, le Bitcoin, il répond à un besoin. L'inventeur du Bitcoin, c'est pas Satoshi Nakamoto. Hein, l'inventeur du Bitcoin, c'est le fils illégitime de Friedrich Hayek et du moine Occam. Hein, le moine Occam, c'est celui qui a inventé le rasoir d'Occam. C'est un principe philosophique qui fait qu'entre deux solutions, il faut toujours choisir la solution la plus simple. Okay. Et Friedrich Hayek, c'est un prix Nobel d'économie qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pour une vraie concurrence des monnaies ou bien Denationalization of Money, qui a dit qu'en fait, dès lors qu'un organe central peut émettre de la monnaie de manière monopolistique, il va en abuser. Donc, il a préconisé la fin du monopole d'émission de la monnaie. Il a dit laissons les gens gérer la monnaie, chacun leur masse monétaire, chacun comme ils l'entendent, et puis on trouvera bien une méthode qui sera supérieure aux autres. Et c'est là que Satoshi, qui est le fils illégitime de Hayek et de Occam, dit bon, on va appliquer le principe du rasoir d'Occam, on va prendre la solution la plus simple. Et la solution la plus simple, c'est dire la masse monétaire elle est fixe. Okay. Et donc, en fait, le Bitcoin, il répond à un besoin qui est, et si les autres monnaies n'étaient pas administrées de manière orthodoxe, il faudrait autre chose. Okay. Le deuxième adverse scénario, c'est qu'on trouve quelque chose qui est mieux que le Bitcoin. Hein, donc, il y a que deux adverses scénarios. Le premier, il n'y en a plus besoin. Le deuxième, il y en a encore besoin, mais il y a quelque chose de mieux que le Bitcoin. Okay. Et faire un instrument monétaire plus simple que le Bitcoin, en fait, c'est très compliqué. Hein, vous savez, il ne faut jamais confondre simplicité et facilité. Une belle solution, c'est une solution qui est simple, mais c'est très difficile de faire des solutions simples. Okay. Et le Bitcoin, il brille vraiment par sa simplicité. Et moi, ça fait quelques années que je fréquente cet objet bizarre. Et franchement, à chaque fois que je trouve un problème, la simplicité, la solution est d'une simplicité brillantissime. Et ça va être difficile de trouver mieux que le Bitcoin dès lors que les banques centrales s'évertuent à être hétérodoxes. Je rebondis sur. Merci Yves. Hein. Je rebondis là-dessus. On va parler de finances décentralisées on va avoir des 3 webinaires à venir. Le prochain parlera de sécurité et de fiscalité, 2 sujets à ne pas oublier. Mais on en prévoit un qui sera le 4e sur la finance décentralisée parce que effectivement c'est un continent assez intéressant. J'ai pour l'instant une petite, je ne vais pas dire j'ai des pannes de questions. Est-ce que Zaredine ou Charlie, vous voulez ajouter quelque chose le temps que la prochaine question arrive? Non, pour l'instant, vous n'avez rien à ajouter. Non, j'attendais que Zaredine s'exprime. Donc écoutez, ce qui est important, je pense, de comprendre sur le marché de la crypto, c'est que c'est un marché qui reste aujourd'hui fragmenté en termes de liquidité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un marché comme le marché traditionnel où vous avez beaucoup de liquidités sur 3, 4, 5 grosses plateformes mondiales. Le marché de la crypto, c'est un certain nombre c'est plein de plateformes dans le monde avec une liquidité différente.
avec des devises différentes. Donc, vous avez des spécialistes du yen, des spécialistes du dollar, vous avez des spécialistes de l'euro, d'autres du British Pound. Il y a encore des arbitrages, donc des différences de prix entre chaque plateforme qui peuvent être expliquées par le risque plus ou moins important que vous prenez en fait en achetant sur cette plateforme-là. Une plateforme qui est très risquée, qui par exemple est dans un contentieux avec, je sais pas, la justice américaine, eh bien le prix va être un petit peu différent parce qu'il y a moins de monde qui va être intéressé pour acheter sur la plateforme. Et donc c'est très important de faire ces diligences avant d'investir via une plateforme ou de passer par des personnes qui font ça de manière sécurisée et qui ont l'habitude d'échanger avec ces plateformes-là. Donc la fragmentation de ce marché fait en sorte que des transactions, par exemple à 50, 100 millions de dollars, aujourd'hui, elles peuvent faire décaler le marché un petit peu. Et c'est pour ça que quand on est sur ces sommes-là, en général, on passe par des desks comme nous, où en fait, nous, on va rediriger le flux sur soit plusieurs plateformes, soit en interne parce qu'on fournit pas mal de courtiers, d'autres de desks de trading de plateformes, par exemple, des desks de trading comme Kraken, etc., qui ont besoin du coup de liquidité, vont se connecter à des acteurs comme nous. Et en fait, au lieu de sortir ces bitcoins qu'on vient de vendre ou qu'on vient d'acheter sur les marchés, eh bien on peut les liquider, les vendre à quelqu'un d'autre hors des marchés sans qu'il n'y ait un impact. Voilà, donc il faut faire très attention sur la partie risque de contrepartie de ces plateformes qui sont un peu partout dans le monde et risque de liquidité selon les montants que vous allez placer. Si c'est des montants qui sont 5, 10, 20 millions, ça peut être utile de splitter ces ordres, de les diviser ou de passer par des acteurs comme nous. D'ailleurs, on traite sur des plus petits montants, 100 000 euros, etc. Ouais. On fait des trades comme ça. Justement, ça va être la question de clôture. La question de clôture, autant on a bien compris que sur des exchanges, on peut y aller seul et faire des opérations à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Yves, pour le minimum pour accéder à votre fonds, c'est quoi aujourd'hui, en dehors de la contrainte du contrat luxembourgeois, hein, qui peut aujourd'hui ne peuvent accéder à nos fonds que les investisseurs qualifiés. Hein, donc il faut, pour être exposé par l'intermédiaire de notre fonds, il faut être soit un professionnel, soit avoir donné mandat à un professionnel. Okay, donc il faut être un investisseur qualifié. Et dès lors que vous êtes un investisseur qualifié, c'est 10 000 euros. D'accord, très bien. Donc, par exemple, imaginons dans un portefeuille d'1 million, un fonds interne dédié luxembourgeois dans lequel il y a 1 million d'euros sous gestion. On peut très bien aller mettre une ligne entre 10 et 50 000, entre 10 000 et 50 000 euros dans son portefeuille. Très bien. Une simplicité. Charlie, vous m'avez dit hors antenne que globalement, vous commenciez à faire des opérations plutôt entre 50 et 100 000 euros et plus. Tous mes clients n'ont pas un patrimoine aussi important pour faire en sorte que 50 000 ou 100 000 euros ne représentent que 1 à 2% de leur patrimoine. J'aimerais qu'ils soient dans ces conditions-là, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas pour tous. Donc, globalement, vous êtes accessible à partir de quel montant, même s'il y a des frais un peu plus importants. Et puis, globalement, le point d'équilibre avec les gens qui viennent depuis un CGP. Pour l'occasion et parce qu'on en a discuté auparavant, c'est un seuil qu'on peut descendre sur le minimum d'investissement parce que on peut traiter des petits montants avec nous, ça ne change rien, donc on peut diminuer ce minimum d'investissement à 25 000 euros. Ce qui engendrera, comme vous l'avez dit, juste un frais d'onboarding, en fait un frais de mise en service entre guillemets, qui sera chargé au premier trade et qui fait que ce trade-là coûtera peut-être 0,6% au lieu d'en coûter 0,3 par exemple. D'accord, très bien. Bon. Donc, écoutez, je remercie. Nous tenons toujours à rester en 1 heure globalement pour l'ensemble de nos clients. Donc, je remercie à nos 3 intervenants de ce soir qui ont été extrêmement clairs, patients,
qui ont accepté nos imperfections. En tout cas, ils ont chacun apporté leur pierre à l'édifice de notre meilleure compréhension de l'environnement crypto. Et on a bien compris que vous aviez aussi, de la même manière, sourcé certains de vos futurs clients parmi les gens qui ont assisté à ce webinaire. On se retrouve dans 15 jours sur le sujet sécurité avec Ledger et fiscalité avec Waltio. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.